Et salut à tous et bienvenue sur Fredcast, le seul podcast que Oveball regarde, et je suis accompagné aujourd'hui de Pamancha. Oui. Je suis accompagné de Nokide. Bonjour à tous. Et je suis accompagné de Daisu. Oui, bonjour. Et aujourd'hui, nous allons parler de Christopher Nolan. On a tous été voir Tenet récemment. On va commencer par parler de son film, et ensuite on va parler du cas Nolan, parce qu'on a tous des avis très différents sur le sujet, donc je pense que ça va être très intéressant. Mais donc, on va commencer par parler de Tenet. Moi, j'ai été le voir hier. Vous avez été le voir il y a quelques jours, donc c'est moi qui ai l'avis le plus frais. Donc, je propose que je vous dise déjà dans un premier temps ce que j'en ai pensé. Ok, vas-y. À chaud. Ça va être très difficile. Pour résumer, Tenet, pour moi, je l'ai ressenti un peu comme... je sais pas si vous avez déjà eu des amis... vous avez déjà des amis de base, je ne sais pas, mais est-ce que vous avez cet ami qui vous invitait à jouer à la console chez lui, mais qui vous laissait jamais jouer, qui vous montrait en fait son gameplay, c'est-à-dire qu'il était comme ça, oh regarde là, c'est trop cool, mais vous aviez envie de jouer, mais il vous laissait jamais, il vous laissait toujours sur le côté, et en fait il vous invitait juste à le regarder. Je sais pas si vous avez eu ça. Ah, je connais quelqu'un qui fait très bien ça. Kojima. Moi, c'était moi qui faisais ça à mes potes. Ouais. Disons que moi, ma séance de ce film, ça a été un peu ça. Finalement, c'est vrai que ça a été un peu mon expérience Kojima au cinéma, dans le sens où je me suis senti un peu exclu, je me suis senti perdu, pas sûr de moi-même, et franchement, je me suis posé plus de questions en sortant du film qu'en y entrant. Ce qui, je pense, était le but de Nolan, mais waouh, j'ai jamais été autant perdu devant un film, honnêtement. Mais c'était quoi les questions que tu te posais en sortant? Est-ce que c'était des questions intéressantes, ou alors est-ce que c'était des questions genre C'était beaucoup déjà de questions sur le scénario. Alors déjà, est-ce qu'on se fait une séance avec ou sans spoil? La question. On commence par sans spoil, hein, et d'accord. On va commencer après par une partie sans spoil, et on vous préviendra, on mettra un timecode pour vous dire quand on commencera à spoiler. On mettra un jingle ou quoi. Un jingle. Voilà, exactement. Par contre, quand on va commencer à parler de Nolan plus en général, je pense, est-ce qu'on a encore besoin de mettre des alertes spoilers? Oui, non, ça on s'en fout. Hein. On fera une alerte spoiler générale pour toute la cinématographie de Nolan. Comme ça, ce sera réglé. Voilà. Et donc, je reviens sur Tenet. Dans un premier temps, sans spoiler, c'est un film qui te balance beaucoup d'informations, et ce que c'est qu'il te donne quelques réponses, mais vraiment, déjà, les réponses sont vraiment extrêmement minimes. Le peu de réponses qu'il te donne est dégagé en une seule phrase, sur lesquelles on ne revient vraiment pas. Et en plus, quand les personnages parlent, c'est très verbeux, quoi. Ça parle très vite, ça parle de plein de choses en même temps, donc c'est très difficile. Je trouve que les discussions dans ce film sont très difficiles à suivre déjà. Donc, je sais pas si vous savez ça, mais je me suis vraiment senti écrasé par toutes les infos qui étaient mises, et plus toutes les questions auxquelles j'avais pas de réponse. Du coup, j'ai eu beaucoup de mal à suivre tout le film, et même après, c'est-à-dire que même avec beaucoup de réflexion par la suite, dans le calme, j'ai eu quelques réponses par la suite, mais là franchement, je sais pas encore, quoi. Mais est-ce que tu t'intéressais vraiment à avoir des réponses, ou Ouais, honnêtement, parce que il y a un mystère déjà, et puis il y a un mystère. Le fait. Hein? Il y a un mystère. C'est quoi le mystère? Ouais, parce que c'est quoi encore le mystère? Il y a un peu un MacGuffin par rapport aux technologies, ouais, quoi. Mais au-delà de ça, ça utilise un peu la technique, tu vois, d'une question qui te mène à une autre question, c'est-à-dire que première question déjà, qui est le personnage principal? Bon, déjà cette réponse, honnêtement, je n'ai jamais eu la moindre réponse sur qui était ce personnage. Enfin, c'est-à-dire que, juste petite parenthèse, je trouve vraiment dommage que finalement le personnage principal on ne s'y attache vraiment pas, parce que on ne sait rien de lui, honnêtement. Après avoir vu ce film, je ne saurais vraiment pas dire qui est ce personnage. Ce personnage est défini par sa fonction. C'est un personnage principal, c'est un agent secret qui est sous couverture. Oui, il s'appelle littéralement le protagoniste. Oui, c'est ça, il a même pas de nom. Ouais, c'est ça. Et franchement, je comprends. Je comprends. On aura l'occasion d'en discuter après, mais bon, ce qu'il y a, c'est que ça n'aide vraiment pas pour le côté attachement au personnage. Je sais pas si c'était le but, mais bon, je trouve que ça rend pas du tout facile le fait de suivre le film par la suite. Et donc déjà, bon, je sais pas qui est ce personnage. Ensuite, il est sur le bateau, je sais. Et ensuite, il va voir cette fille. Je sais même pas qui est cette fille. Je sais pas pourquoi il va à cet endroit. Et ensuite, il y a les balles. Et pendant un long moment, je sais parfaitement que c'était pas vraiment une vraie question. Je sais que c'était pas vraiment un truc auquel ils ont répondu. Mais pendant un long moment, je me suis posé la question: à quoi ça sert
sais pas à quoi elles servent, et finalement, elles ont pas d'utilité en soi, c'est juste des trucs qui viennent du futur, mais je voyais vraiment pas comment ça allait faire avancer les choses et comment les gens pourraient s'en servir, mais bon. Ça a été plus ou moins répondu par la suite, mais voilà, c'est pour tout ça pour dire que il y a tellement rien qui aurait pu me détourner de ces questionnements. Je veux dire, il y a beaucoup de moments où je ne savais même pas ce qu'allait faire, qu'était le but des personnages, tellement tout était expédié rapidement. Après c'est peut-être moi qui suis un peu con, je sais pas, peut-être que j'ai à moitié dormi dans le film. Enfin non, parce que j'ai quand même essayé de suivre de mon mieux. Mais non, je pense qu'on a un peu tous eu le même ressenti par rapport au rythme de l'histoire, par rapport à la vitesse des dialogues et à quel point tout paraissait un peu inutile en fait. Enfin, dans le sens, voilà, il t'explique les dialogues si vite. Et il s'attarde jamais sur il s'attarde jamais sur quoi que ce soit, il s'attarde jamais sur les personnages, à un peu essayer de leur donner une personnalité pour que tu t'attaches un peu. Au final, je comprends ce que tu veux dire avec toutes les questions que le film te laisse après être sorti de la salle, mais de mon côté, franchement, c'est vraiment, je me suis posé aucune question parce que quelque part il y avait un peu ce sentiment de à quoi ça sert de se poser les questions, tu vois. Oui. On pourrait même penser que Nolan a fait exprès de faire en sorte que le spectateur en ressorte perdu. C'est un peu ce qu'il a eu envie de faire avec son film, c'est qu'au final, c'est s'attarder sur plein de détails sans vraiment les développer, sans en faire quelque chose de artistiquement intéressant. Et tout ça juste pour captiver, pour le côté captivant, le côté mystère, justement. On se demande, oui, alors à quoi ça sert, Et puis au final, on se retrouve avec rien du tout, quoi. Donc moi j'ai l'impression que c'est ce qu'il a voulu faire, hein, un peu une sorte de hold-up dans notre cerveau à la Nolan. Quoi. Il voulait faire une inception, c'est pour ça en fait. il croit même à son délire. Je tiens quand même à dire que moi, Inception, c'est un film que je sais parfaitement suivre et je sais bien expliquer. Ne serait-ce que pour la scène du braquage, y compris du rêve du businessman dans le film Inception. Toutes les étapes sont expliquées, on sait le comment du pourquoi. Alors que là, sans trop spoiler, à un moment, t'as une scène de vol d'un camion, style camion de banque. Et ce qu'il y a, c'est que t'apprends tout sur le tas en fait. T'as très peu d'infos qui te sont expliquées à l'avance. Il t'explique juste, voilà, on aura besoin d'un camion, de 2-3 camions, dont un camion de pompiers, et c'est tout. Tu découvres tout. Et je comprends ce qu'il voulait faire, c'est garder la surprise pour faire en sorte qu'on se surprenne. Mais je trouve ça vraiment dommage parce que souvent dans les films de braquage, les films de vol, d'arnaque, tout ça, ce qu'il y a souvent de plus marrant, souvent de plus fun, c'est de voir les gens préparer des plans. Et à la limite tu mets une surprise à la fin, mais c'est dommage, du coup t'es envoyé dedans sans vraiment de préparation, sans attente. Après Nolan il a rarement envie d'être fun, je pense. C'est un peu non, justement c'est son délire d'être fun. Ouais, on peut être sérieux et fun en même temps, je sais que ça peut paraître bizarre, mais ça se peut. Ouais, je sais pas, j'ai quand même l'impression qu'il est beaucoup plus sérieux que fun, en vrai. Oui. Il y a une différence entre fun et grand spectacle, c'est pas la même chose. D'ailleurs, oui, je pense à un truc aussi. Un gros, j'ai pas envie de dire défaut, mais quelque chose qui t'empêche aussi, je trouve, beaucoup d'apprécier le truc, c'est au niveau du rythme. J'ai vraiment l'impression que tout devait être intense dans le film. Chaque instant, même les conversations étaient limite découpées comme des scènes d'action. Ça faisait tu sais, tac tac tac, chant contre chant, chant contre chant, chant contre chant, et ensuite t'avais voilà, oui, je sais que toi tu veux parler des contre-chants, donc vas-y, parle-nous des chants et contre-chants du film. Très clairement, je pense que c'est l'un des films où j'ai vu le plus de chants contre chants mal fait en plus, parce que c'est très clair, c'est que, comme tu disais, il y a un très gros problème de rythme au niveau du montage, c'est que les chants contre chants
vont à une vitesse, mais où tu peux pas comprendre les dialogues facilement, parce que tout simplement, toi, en tant qu'Européen, tu lis les sous-titres, pauvre de toi, et c'est triste, à la fois, tu regardes l'image et tu regardes les sous-titres, et au final, tu es perdu, et à chaque fois, tu changes de plan, et au final, c'est comme disait une journaliste sur France Culture, tu vois, c'est au final, tu savais plus quel dialogue était pour quel personnage, tu vois. Donc, des fois, c'était perturbant, mais en fait, ça, c'est dû à un gros problème de rythme. Et je pense aussi, tout simplement, arrêter avec les chants contre chants. On nous apprend à l'école d'éviter de faire des chants contre chants pour essayer de un peu rendre une esthétique beaucoup plus claire et surtout plus innovant, tu vois. Et là, t'as Nolan que tout le monde admire. Il nous fait des scènes de chants contre chants, quoi. Et là, moi, ça m'a vraiment choqué dans le sens où est-ce qu'il l'a fait exprès juste pour nous emmerder ou c'était vraiment où il y avait vraiment une pensée sincère. Non, je pense qu'il est trop, il est pas assez malin pour se foutre de la gueule du monde. Bah oui, donc alors du coup c'est une erreur de Nolan très clairement, et je pense que ça m'a complètement tué pendant plus de la moitié du film. Moi, je lisais plus les dialogues. Après, ça a son avantage. Justement, c'est que en plus de ça, au final, quand tu lis les dialogues, tu te retrouves à voir que dans toute l'histoire, bon, bah, ça t'explique pas grand-chose, tu vois, c'est un peu ta gueule, c'est magique. Et donc t'as Nolan qui te dit, allez, laisse-toi embarquer par cette expérience. Ok, je me laisse embarquer par cette expérience. Finalement, j'en retire avec un avis assez positif en disant que oui, c'est très chouette visuellement, mais voilà, je vois pas trop. Je vois pas trop la révolution, je vois pas trop le truc qui est incroyable. Il n'y a pas de révolution. Mais j'avoue que j'ai pris pied à partir du moment où j'arrêtais de suivre l'histoire, tout simplement. Voilà, de le voir comme une sorte d'AMV, tu vois. Donc on s'en fout de l'histoire, tu vois. J'ai l'impression qu'on va pas paraître très sérieux, tu sais, à se dire ouais, moi j'ai rien compris, moi j'ai même pas suivi l'histoire, moi j'ai même pas écouté ce qu'il disait. Ouais, ça va faire très sérieux, les gens vont vraiment nous prendre au sérieux à la fin. Oui, mais en même temps, quand l'histoire est aussi plate et vide, écoute, c'est genre très clairement, fout, je suis pas assez con pour ne pas avoir compris l'histoire. En fait, tout ce qui est la science-fiction, donc le fait du voyage dans le temps, je l'ai cerné. Et je l'ai même anticipé à plusieurs reprises où bah, tu voyais que Nolan nous faisait des plantés récoltés, mais partout. Moi, j'avais capté que voilà, plusieurs événements qui allaient suivre. Et je trouve que le scénario est finalement bien construit de manière cohérente, tu vois, où tout s'emboîte. Je dis pas ça, hein. C'est que le problème, c'est, comme dit Pamancha, c'est on s'en fout parce que l'histoire, il y a pas d'émotion en fait. Bah, le truc que j'ai ressenti moi par rapport à l'histoire, c'est que Nolan ne te dit rien très très fort et de manière très très compliquée pour te faire croire qu'il te dit quelque chose. Mais c'est un peu comme un ministre qui te parle en langue de bois, quoi. Oui, c'est ça, mais le truc, c'est qu'une fois que t'as compris qu'il a rien à dire, bah, on s'en fout de se poser des questions, c'est genre... Voilà. Et c'est très clair. Et je reviens encore avec les journalistes de France Culture. Ben oui, mais eux, ils étaient aussi de ce point de vue-là. On s'en fout d'essayer de comprendre parce que voilà, il y a rien d'intéressant à essayer de comprendre. Ouais. J'ai juste un truc à dire par rapport au rythme. Du coup, bon, je suis d'accord avec vous. Le rythme est dégueulasse. Enfin, il est monocorde. Mais du coup, il y a une info par rapport à ça, c'est qu'il a changé pour ce film-là de monteur. Donc c'est pas sa monteuse habituelle. C'est une monteuse qui avait fait... donc c'est Jessica Lange qui avait fait Hérédité, entre autres, Marriage Story. Et donc il était habitué à des films plus petits. Et du coup,
L'autre chose, c'est qu'il y a des rumeurs sur Internet. Alors c'est vraiment que des rumeurs, il n'y a aucune info sûre, mais il y a des rumeurs comme quoi le film aurait été raccourci pour tenir sur 2h30 et pas faire 3h30. Mais du coup, il y a des rumeurs comme quoi une version longue risque de sortir où le film prend plus le temps et est beaucoup moins charcuté pour... Est-ce que ça va sortir moins bâtard, quoi. Est-ce que ça va sortir sur HBO Max comme pour la Snyder Cut? L'avenir nous le dira. En plus, point de vue marketing, c'est génial parce que t'as le premier visionnage, tu comprends rien, et t'as Nolan qui te dit, écoute, si tu veux comprendre, tiens, voilà le deuxième film, tu vois, le director cut. T'imagines le trailer Tenet, mais cette fois, vous allez comprendre ce qui se passe. Bah, c'est pas impossible, hein, parce que quand tu vois comment le film est monté, on sent qu'il y a des bouts qui manquent, et des raccords qui sont bizarres entre les scènes, tu vois. Ah, les raccords horribles entre les scènes. Ça, hein. Il y a des trucs, mais c'est ça semble bizarre en fait, que le film soit monté comme ça et que c'est la version vraiment définitive. Donc, Oui, ça se sentait vraiment qu'ils avaient vraiment gardé que l'essentiel pour te faire rentrer le film dans 2h30. Mais c'est possible, hein, mais moi je pense déjà que malgré la version longue, je pense pas que par exemple les personnages vont être plus poussés que ça. Ce qui est possible, c'est que je pense que ça va être surtout une version longue pour explorer peut-être un peu plus le concept, plus expliquer 2-3 trucs et éventuellement peut-être rendre un peu plus logique certains raccords comme vous disiez, mais après je sais pas si ça va tellement sauver le film, quoi. Ça je suis pas sûr, je sais pas. Je suis même pas sûr que c'est pour expliquer des trucs en plus, c'est vraiment pour que chaque scène ait un peu plus d'espace pour vivre, parce que là c'est c'est vraiment speed, hein, le montage ici. C'est que des rumeurs, encore une fois, il y a aucun... bien sûr. On ne sait pas. Hein, sinon, voilà. j'aimerais un peu qu'on contrebalancer quand même, parce que je pense quand même que le film a un truc à dire. Je sais pas si c'est le truc le plus révolutionnaire à dire, mais je pense quand même qu'il y a un message derrière. Et puis, malgré tout, comme c'est un film à concept, je pense vraiment que Nolan avait une intention déjà, à travers l'intensité du film et aussi le fait que... Enfin... On sent qu'avec ce concept, il a quand même essayé de faire des choses. Je veux dire, quand tu vois la scène finale, enfin la scène entre grands guillemets de combat final, voilà, on sent quand même qu'il y a quelque chose. Et puis dans ce film, on voit vraiment les thèmes chez Nolan que sont le temps et le scénario, enfin fonctionner, montrer comment fonctionne un scénario. Et je trouve qu'il y a des moments quand même où je trouve qu'il y a de bonnes idées. Après, non, je dirais pas qu'elles sont si bien faites que ça. C'est ça le problème, c'est qu'il y a de bonnes idées, il y a des idées cool de concept et de manière de les mettre en scène, mais c'est encore trop bouillant. C'est un peu ça le souci. Après, je risque d'être méchant envers Nolan, mais moi j'ai l'impression que c'est le gars qui essaie de raconter quelque chose justement, mais qui ne trouve pas. Lui-même ne trouve pas les mots, quoi. On va rentrer en mode spoiler, je suppose. Ouais. Écoute, pour en parler, je propose qu'on entre dans la zone spoiler. Mais la thématique, c'est de la merde, quoi. Dans le futur, il n'y a plus de rivière, machin, donc... Oui, c'est écologique en plus. Oui, mais c'est pas un truc écolo à la con. Attends, Arkneas, est-ce que c'est ça le message dont tu parlais il y a 5 secondes? Alors, pour être franc, comme je n'ai pas tout super bien compris, il faudra 1 ou 2 autres revisionnages pour bien tout saisir, et encore je suis même pas sûr, mais selon moi, pour le moment, c'est pas tellement l'écologie le thème, c'est plus ça parle d'individualisme, ça parle, pour sonner un peu cliché, ça parle de notre monde capitaliste, égoïste, tout ça, mais bon, au-delà de ça, ça montre comment... Est-ce que tu peux élaborer sur... Ouais, c'est pas facile. C'est-à-dire que, tu vois, le fait qu'on dise, oui, les gens du futur, ils veulent nous détruire, mais pourquoi? Et oui, parce que dans le futur, il y a tout ça. Et je trouve, mais c'est un côté assez intéressant quand même. Les gens du futur qui veulent détruire leur passé pour avoir plus de quelque chose, et t'as le méchant qui veut vraiment posséder sa femme, qui du coup s'il ne peut pas avoir sa femme, il va détruire le monde, et au-delà de l'écologie du principe écologique, t'as aussi cette idée dont parle le personnage principal. À un moment, il dit rapidement, je sais plus très bien ce qu'il dit, mais il dit rapidement chaque génération veut se protéger ou un truc comme ça, et je pense que c'est ce côté, qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier qu'est-ce qu'on est prêt à détruire pour obtenir nous ce qu'on veut,
à quel point on est prêt à... Mais bon, c'est encore très flou, hein, je l'admettrai. Je vais te résumer ça en quelques mots, en fait. Encore une fois, on est dans un message très typique américain, donc c'est simplement, voilà, que le destin... En fait, le destin de l'humanité est entre tes mains, tout simplement, parce que au final, c'est un peu ça, Tenet, c'est un protagoniste qui commence sans saveur, sans âme, il a besoin d'un contenu pour exister. Et le contenu, c'est quoi? C'est la finalité d'un groupe, d'un groupuscule qui essaie de sauver le monde, tu vois. Et donc, il décide justement de le mettre sur une sorte d'échafaud, homme d'action comme ça. Mais en plus de ça, on comprend que c'est ce personnage-là qui a initié toute l'histoire, tu vois. Donc voilà, c'est un peu ce côté anti-déterminisme où le destin, c'est toi qui le choisis et pas le sort des autres, tu vois. Donc il y a ça. Il y a ça, moi j'ai pas vu ça. Je pense qu'il y a... En vrai, les gars, je pense que vous allez beaucoup trop loin pour ce qu'il y a dans le film. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à part le message écologique. Moi, je pense que c'est pas trop loin. Mais non, mais c'est pas compliqué ce que je dis, c'est que c'est un truc qui est formaté américain. Oui, c'est un truc que tu vois dans tous les films américains. Est-ce que tu penses qu'il y a une volonté d'exprimer ça ou est-ce que ça exprime ça parce que... Il l'a fait d'une manière conventionnel. Il l'a pas fait parce qu'il avait quelque chose à raconter dessus. Mais donc ce qu'il a raconté dans son film, c'est son truc écologique à 2 balles. Et malgré lui, il raconte des trucs. Et malgré lui, il raconte d'autres trucs, oui. C'est ça que je dis. D'accord. Après, ce cas, c'est que Nolan, c'est quand même un gars à message. Donc, honnêtement, moi, ça m'étonnerait pas que ce soit vraiment une attention. C'est un gars à message. C'est quoi ces messages? Vas-y, on en parlera dans la partie. Je veux juste te dire parce que tu parlais plutôt de encore le futur qui veut détruire le passé pour sauver le présent. Pour se sauver eux-mêmes. Bon, je pense pas avoir déjà vu ça comme ça, mais en même temps, si tu étends le principe, c'est genre une société qui veut détruire une autre société pour se sauver elle-même. Je pense que c'est pas un thème très original. Le méchant qui veut littéralement posséder sa femme, sinon il va la buter. Oui. C'est pas très original. Et il est russe. Le héros d'action, il y a rien de spécialement original en fait. C'est tout ça, sont des clichés finalement. Ouais, mais il les reprend et il les mais c'est ça, il les abuse. Hein. Mais il reprend tous ces clichés et c'est comme je disais, il y a pas grand chose derrière tout ça. Et il fait un papier cadeau qui est très très grand, beaucoup d'effets spéciaux, beaucoup de grands spectacles plutôt, du mixage son qui va très très fort, une intrigue qui va très très vite, des dialogues qui paraissent très très compliqués. Et une fois que t'as déchiré le papier cadeau, que tu regardes dans la boîte, t'as juste des clichés en fait. Ah oui, et ça je peux aussi en parler justement, c'est que... Mais en termes de son, il a été encore plus loin dans le côté divertissement son, mais à la fois c'est tellement poussé fort que ça devient juste chiant, quoi. C'est... En fait, j'ai eu l'impression de me retrouver dans un Call of Duty. Sérieux, des fois. Oui, parce que Call of Duty, tu vois, dans les thrillers, dans les bandes annonces, ils en abusent un peu parce que eux, ils s'en foutent, tu vois. C'est du divertissement un peu gras comme ça. Mais voilà, tu te dis... Tu vas voir un film et puis tu as l'impression d'être dans un Call of Duty, surtout la première séquence, tu vois. Mais voilà, que c'est un peu... on a déjà vu, quoi. Et ça, par rapport à ça, par rapport au son, j'avais trouvé une interview d'un des ingé-sons, d'un des ingé-sons de Nolan en tout cas, pas forcément de Tenet, mais qui expliquait justement que... Parce qu'il y a tout un truc, surtout dans les pays anglophones du coup, où en fait les dialogues sont sous-mixés par rapport à la musique et par rapport au son d'ambiance, ce qui fait que beaucoup d'anglophones ont du mal à comprendre ce que les personnages disent, tu vois, parce que le son des dialogues n'est pas assez fort. Et déjà qu'il parle très très vite. Voilà. Et du coup, cet ingé-son qui était interviewé disait oui, c'est voulu, c'est fait exprès, c'est Nolan qui a dit de faire comme ça. Parce que selon Nolan, il fait brouiller les pistes. C'est pas qu'il veut brouiller les pistes, c'est qu'il dit que, je déforme peut-être un peu les propos, hein, mais en gros, il dit que pour lui, le son d'ambiance, donc les sons de la ville, ce genre de trucs, et la musique sont aussi importants que le dialogue pour procurer des émotions. Oui, ça, on le sait depuis longtemps, oui.
Du coup, c'est pas grave si t'as la musique qui va plus fort et on n'entend pas le dialogue. L'important, c'est que t'as de l'émotion quand même, tu vois. Ce que je trouve un peu bizarre, un peu con comme manière de penser. Mais, ça ressemble à un délire d'auteur qui se sent plus, en fait, quelque part. Disons, c'est un gars qui travaille beaucoup sa forme et qui, pour le coup, est parti trop loin dans son délire. Mais c'est ça qui est intéressant et du coup je reviens à cette fameuse interview, cette fameuse émission de France Culture que Noki d'ailleurs arrête pas de mentionner depuis tout à l'heure. Je sais que je l'ai mentionné 2 fois. On a regardé deux fois. On l'a écouté ce qu'il disait. En gros en fait. Disons, Nolan est un peu un exemple typique de l'espèce de nouvelle race d'auteurs hollywoodiens qui travaillent plus la forme que leur marque en tant qu'auteur est plus de travailler la forme que le fond, contrairement à d'autres auteurs qu'on reconnaît plus traditionnellement, donc je sais pas, genre des Kubrick et de la nouvelle vague et machin bidule, qui travaillaient les deux en fait, qui travaillaient le fond et la forme. Et quelque part dans cette nouvelle espèce d'auteur, il y a un peu une espèce de tension où en fait ils sont vendus en tant qu'auteurs, mais essentiellement ils travaillent sur des films de divertissement. Là, dans le cas de Tenet, on voit un peu cette tension qui s'exprime spécialement fort parce que tu as ce gros film de divertissement où c'est énormément de gros spectacles et de l'autre côté, tu as Nolan qui se dit... qui se tape un peu son délire d'auteur de la forme. Il se dit non, l'émotion s'exprime par les effets sonores et par les effets d'ambiance et par tout ça. Et du coup, ce qui finit par arriver, c'est il part trop loin dans son délire et son film est moins compréhensible. Et donc, il sabote un peu son but de divertissement. Du coup, est-ce qu'on peut dire très clairement que Nolan, c'est une sorte de magicien qui est là pour le divertissement, qui travaille beaucoup sur la forme, tu vois, sur les effets les plus incroyables, et puis au final, voilà quoi, c'est parce que je sais pas si justement la magie ou l'art du cirque rentre dans la catégorie artistique, mais voilà, on comprend que à ce moment-là, Nolan, c'est un peu comme une sorte de magicien qui essaie de nous divertir par son seul moyen d'être incompréhensible. Il a fait un film sur la magie. En plus, c'est pour ça que j'évoque la magie, quoi. Je trouve que c'est quand même partir un peu loin juste pour un film aussi, hein. C'est genre... On est parti loin, mais qu'est-ce que tu penses de cette tension entre auteur et divertissement, auteur hollywoodien et divertissement C'est-à-dire que c'est très compliqué, hein, parce que faire un film et faire du divertissement... Parce que on parle de faire du divertissement comme si c'était une mauvaise chose, mais en soi, faire du divertissement, c'était pas une mauvaise chose. Ah non, je dis pas le contraire. Il y a aussi une forme pour faire du divertissement, et puis est-ce que Tenet, est-ce que c'est un film, on va dire, accessible? Parce que j'ai l'impression que quand tu en parles, c'est aussi pour dire si on fait ça, c'est peut-être aussi pour ça s'adresser à une audience dire plus, je sais pas, plus qui recherche du divertissement, mais je ne sais pas, moi je pense que parce que je pense que ça s'adresse beaucoup déjà aux fans de Nolan, et ça s'adresse à peut-être des gens qui recherchent un cinéma peut-être plus recherché aussi. Après, je sais pas si, je pense pas que ça réussisse à vraiment créer une œuvre très profonde, mais... Soyons clairs, tous les arts sont des divertissements et on n'a aucun problème avec le divertissement. C'est pas ça le problème, hein. C'est que... Moi, je dis simplement qu'il y a des divertissements qui te font rire, pleurer, qui te marquent. Et puis d'autres, comme la magie, par exemple, pour moi, ça me fait juste un effet, c'est bien fait, mais après, j'oublie, quoi, c'est tout. Ce que j'allais dire, c'est il n'y a jamais de problème à faire du divertissement. Le truc, c'est que dans le cas de Tenet, il y a une espèce d'autorisation du truc qui entre en conflit direct avec cette idée de divertissement. Tu vois. En tout cas, c'est présenté comme un film d'auteur et de divertissement en même temps. Tu vois. Il est présenté comme étant les deux. D'un côté, c'est possible, hein.
C'est possible, mais moi je suis pas sûr de bien voir le côté auteur dans Tenet en vrai. C'est compliqué. C'est ça que je dis. Je pense que le côté auteur est principalement sur la forme, mais le souci avec ça, c'est que, notamment sur la question du son, à ce moment-là, son délire d'auteur de l'émotion passe par l'ambiance et les effets sonores et toute la musique et tout, et du coup on va tout mixer au même niveau pour que tout soit au même niveau, et du coup on comprend moins bien les dialogues. Ce délire d'auteur rentre en conflit avec avec le confort du spectateur, le divertissement du spectateur, parce que du coup il a beaucoup plus de mal à saisir ce qui se passe. Et en soi, ça a quelque chose d'intéressant en termes artistiques, parce que c'est une expérience formelle, mais ce n'est pas disons, ce n'est pas le genre de forme que le grand public recherche dans ces films de divertissement. C'est ça. Le spectateur aime être à l'aise devant le film et comprendre ce qui se passe. En fait, ce que tu dis, Pamancha, c'est le film était trop ambitieux, en fait. Le film était trop ambitieux. Peut-être Nolan est devenu trop ambitieux. Nolan est un peu... depuis le Dark Knight, il est couvert d'applaudissements. D'éloges. Il se baigne dans les éloges. Et donc, peut-être et on l'a un peu senti, hein, c'est qu'avec chaque film, il devait mettre la barre haut. Ouais, c'est genre, il se devait de devenir de plus en plus ambitieux, et puis peut-être cette fois-ci, il est allé il s'est un peu perdu dans son ambition, quoi. Je pense quand même que Nolan, si on peut quand même voir que Nolan, dans beaucoup de ses films, tente des trucs, hein, quand même. Il y a déjà dès le début de sa cinématographie, on a pu voir quand même qu'il a ses obsessions, qu'il a ses thèmes de prédilection, qu'il trouve toujours un moyen particulier d'en faire quelque chose de quand même assez original, je trouve, en tout cas de mon point de vue, parce que je pense vraiment que c'est un vrai auteur. Mais c'est vrai que peut-être que pour Tenet, il a été un peu trop, qu'il a eu peut-être les yeux plus gros que le ventre, qu'il a pas su gérer le concept qu'il avait entre les mains. Et je pense aussi que ce qui a sûrement joué aussi, c'est qu'il n'a pas écrit avec son frère cette fois. Et je sais pas si c'est lui qui voulait gérer tout seul, ce qui expliquerait pourquoi peut-être il a pas su tout si bien gérer que ça, ou si peut-être que ça n'a aucun rapport, hein. Peut-être que finalement peut-être que c'est juste arrivé comme ça, peut-être que c'est un accident, mais finalement il faudra peut-être sûrement attendre le prochain film pour se faire une idée. Mais faut voir comment il va être reçu, parce qu'en vrai je pense qu'il a quand même ça dépend. Je crois qu'il divise fort, mais il est quand même bien apprécié par beaucoup de gens, donc Mais c'est vrai que je comprends pas trop pourquoi tu as à ce point les fans et les anti-Nolan, alors que finalement c'est très rare que des réalisateurs comme ça qui divisent autant, et je vois pas trop les raisons, parce que par exemple pour un Tarantino je peux comprendre pourquoi il divise, mais un Nolan je comprends pas pourquoi ça divise à ce point. Comment ça veut dire, tu comprends pas les anti-Nolan? Qu'on n'aime pas Nolan, d'accord, ça je peux comprendre, comme tout réalisateur finalement, mais je vois pas pourquoi il y a forcément ces deux camps. Je comprends pas pourquoi, parce que finalement, quand on n'aime pas un réalisateur, on dit juste j'aime pas ses films, mais là on est vraiment dans l'anti-Nolan en mode non, mais ces films c'est de la merde, faut pas y voir ces films, ils sont dans le camp des anti-Nolan, donc je sais pas. Est-ce qu'on a dit ça? le truc, c'est aucun de nous a dit que Nolan c'est de la merde. Non, je pense pas qu'on est à ce point, que vous êtes à ce point anti-Nolan, mais t'as des gens, qui sont quand même très anti-Nolan, qui vraiment détestent ces films, qui n'ont vraiment pas envie d'aller voir sous aucun prétexte. Moi, j'en ai pas rencontré, je t'avoue. Je pense que ça vient du fait qu'il y a des gens qui aiment beaucoup, très très fort Nolan. Et c'est ça qui les fait chier, oui. Et du coup, par opposition, parce que je me souviens d'une époque où Dark Knight était dans le top 4, était numéro 4 des meilleurs films de tous les temps sur MDB, tu vois. Ouais. Il est toujours d'ailleurs, je pense. Donc peut-être qu'il est toujours. Mais du coup, tu vois, moi je vois ça, ça m'énerve un peu, parce que je me dis numéro 4, c'est quand même beaucoup, les gars, tu vois. Moi perso, je pense. Oui, c'est quelque chose qui arrive toujours quand quelque chose devient hyper populaire. Oui, toujours comme ça. À partir du moment où c'est populaire, ça a plus de chances d'engranger des bonnes notes, de toute façon. Donc les statistiques, on peut les envoyer péter, c'est pas ça qui fait que objectivement la qualité d'un film. Du coup, tu auras des réactions plus agressives, plus un truc est surhypé, plus tu auras des réactions agressives qui disent mais non, c'est pas si bien que ça, les gars, tu vois. Oui, voilà, tout simplement. Et en plus, quand on dit c'est de la merde, il
faut le prendre un peu au second degré. Voilà, je pense que tout le monde peut reconnaître les qualités de Nolan, mais en disant ça, c'est simplement pour forcer le trait en disant oui, mais calme gamin, parce que il n'y a pas que ce genre de film-là qui existe, tu vois. Donc, et on peut faire des films différents et voir mieux, tu vois. Donc voilà. Donc je pense que voilà, il faut prendre toujours les critiques avec des pincettes, tu vois. Donc parfois on réagit à chaud et on réfléchit pas vraiment au contenu, quoi, de nos propos. Oui. Après, moi je réfléchis. Hein. Après grosse réflexion, moi je peux aller dans le sens inverse. Veut dire Arachnéa le considère comme un auteur. Moi, je le considère pas comme un auteur, bizarrement. Parce que, oui, voilà, parce qu'il y a ce côté subjectif, parce que moi, en fait, dans tous ces films que j'ai vus, je n'ai jamais ressenti une émotion qui sortait en moi, quoi. Donc, voilà, pour moi, ça a toujours été un réalisateur de divertissement et je voyais pas trop où était le côté auteur. Mais bon, ça, c'est parce que c'est personnel. Voilà, j'ai pas été transcendé comme la plupart des gens. Mais si la question, c'est est-ce qu'on considère Nolan comme un auteur? Parce que je trouve que c'est une question un peu bête, dans le sens où, en soi, je sais pas si la classification compte vraiment, tu vois. C'est genre, il écrit ses propres films, du coup, quelque part, techniquement, c'est un auteur. Et est-ce qu'il y a besoin d'avoir un aspect plus subjectif que ça? Pour moi, ça compte pas vraiment de si on lui met l'étiquette auteur ou pas. La question, c'est plus, est-ce que son travail donne quelque chose d'intéressant? Et disons, s'il faut décider si c'est un auteur ou pas, je pense que c'est la seule manière vraiment intéressante de le faire, c'est de le replacer dans le contexte de l'industrie, dans le contexte de son époque. Mais ça, c'est un processus qu'on peut faire seulement rétrospectivement, tu vois. On pourra pas vraiment savoir si Nolan a été un auteur capital seulement quand il sera proche de la fin de sa carrière, oui. Tu vois. Mais dans des années, quand de nouvelles générations seront arrivées. Est-ce qu'il y aura des nouvelles générations qui diront « Ah oui, Tenet, ça a été une de mes plus grosses influences pour faire du cinéma ». Déjà, est-ce qu'il y aura des nouvelles générations de cinéastes avant la fin du monde? C'est une bonne question, mais... Mais surtout, c'est genre, voilà, je pense que Nolan, pour l'instant, représente une génération de cinéastes qui sont vendus comme des auteurs tout en gardant travaillant dans le système, tout en travaillant dans le système hollywoodien. Oui, mais ce qui n'est pas forcément, mais ce qui est pas forcément une contradiction et que, comme tu dis, ce qui est pas forcément nouveau, mais ça aura une signification dans quelques années. Si ça n'en a pas déjà une maintenant. Mais d'ailleurs, je pense que quand même Tenet a une signification quand même aujourd'hui dans notre époque. Je sais pas si rajoute. À quel niveau? Ouais. Déjà pour commencer, alors je sais que je vais sûrement voir beaucoup trop loin dans ce que je vais dire, mais est-ce que je suis le seul qui trouve que le méchant du film a vraiment et je me demande s'il est pas basé sur Harvey Weinstein. Est-ce que je suis le seul à avoir cette impression? C'est fort probable. Hein. Ouais, il faut savoir que honnêtement, physiquement, je trouve il est vrai. Je trouve qu'il y a quelque chose déjà. Ouais, il est moins gros. Oui, non, d'accord. C'est pas une biographie. Il n'y a pas besoin qu'il se soit sosie non plus. Mais je trouve qu'il y a quelque chose. Je trouve. C'est fort probable ouais. Parce que il faut toujours savoir que pas. Hollywood s'inspire beaucoup de l'actualité des médias. Et par exemple, le Parrain, le personnage iconique du Parrain, a été inventé en fait à partir d'un personnage réel qui était un producteur de cinéma, quoi. Mm-hmm. Donc en fait, Hollywood s'inspire beaucoup en fait de l'actualité. Hein, ça n'a pas l'air. Donc ça m'étonnerait pas en fait. Oui, d'accord, mais à part le truc où il bat sa femme, il y a pas de lien. Je vois pas le lien. Oui, c'est pas très. Enfin, ce serait quoi le commentaire? Sans parler de c'est un mauvais type, mais sans parler de commentaires, il y a des thématiques
que je trouve qu'on peut retrouver, qui sont intéressantes, qui sont d'actualité, avec Harvey Weinstein, la place de la femme dans les films, dans la société, dans Hollywood, le principe de fin du monde, même finalement, comme on... Oui, mais s'il n'y a pas de commentaires sur tout ça, je vois pas vraiment c'est quoi l'apport de Tenet par rapport à... C'est pas, non, c'est sûr, justement, c'est pas tant un apport, mais ça en fait, ça en fera en tout cas, je pense, un film intéressant à replacer pour cette époque, pour les temps que nous vivons. Je pense qu'il y a quand même quelque chose. Ah, je sais pas. Je vois pas du tout. Enfin, tu veux dire quoi? C'est un film féministe, c'est ça que tu dis? Non, je crois que ce qu'il veut dire, c'est que Tenet, c'est une sorte de gros patchwork sur l'actualité actuelle, en fait. Il y a quelque chose, en tout cas. Et puis, t'as aussi... t'as une petite note sur le terrorisme, et d'ailleurs, c'est fou. C'est fou que Christopher Nolan parle pas mal du terrorisme, finalement, dans ses films. C'est ça qui est très étonnant. Enfin, bref. Ça, c'est un autre débat. Le nucléaire aussi. Oui, voilà. T'as l'appropriation des ressources, t'as la destruction, et t'as le principe du troisième mondial, du nucléaire. Je pense c'est j'ai l'impression que vous extrapolez un petit peu. Vous semblez peut-être qu'on suggérer... extrapole, oui. Je suis d'accord, peut-être qu'on extrapole, mais je trouve ça intéressant quand même. Je trouve ça... Mais non, on n'extrapole pas. Ce sont des faits. On voit l'image. Donc, ça parle du nucléaire, de l'écologie. Oui, d'accord. Mais quel intérêt de dire que ces choses existent? Déjà, c'est clairement pas la première fois que ces choses-là se retrouvent dans des films. Oui, bien sûr. Je suis d'accord. Et ensuite, c'est genre, vous pouvez me dire, oui, ça parle de Harvey Weinstein. Regardez, cet homme est possessif avec sa femme, et cet homme est un affreux salopard. Écoute, d'accord, mais... Et donc... oui, mais finalement... C'est ça que je reproche, hein, c'est qu'il raconterait, encore une fois, on place juste des images... C'est genre... Et en plus, on peut se poser la question de dire genre... C'est quoi exactement la moralité de mettre ces thématiques-là dans un film de divertissement, tu vois? Moi, je trouve justement que c'est justement dans ces divertissements que c'est plus intéressant de mettre des thématiques pleines de sens. Toujours. Comme Bong Joon-ho, quand il a fait justement... Par exemple, oui, voilà. Bien que Bong Joon-ho, c'est pas... non, mais ça va être un autre débat, le fait. Est-ce que Bong Joon-ho est plutôt un auteur de divertissement? Ouais, on va pas se lancer là-dedans. Mais voilà, tout auteur met de l'actualité dans ses films, c'est normal. Mais je vois pas l'actualité. Où est-ce qu'il parle de féminisme? Où est-ce qu'il parle de terrorisme éventuellement? Mais enfin, oui, il y a des terroristes. Non, il y a des terroristes dans le film. Éventuellement, on peut dire que oui, c'est des espèces de terroristes, mais il dit rien sur les terroristes de toute façon, quoi. Oui, c'est ça son problème. Tu sais, je tiens vraiment à dire que ce que j'essaie de dire, c'était pas que ça part d'Harvey Weinstein, donc c'est formidable. Non, c'est juste que je note juste que ces éléments existent, je note qu'ils sont d'actualité, donc ça, pour moi, personnellement, le fait qu'ils existent et le fait qu'ils sont d'actualité, ça rend le truc intéressant, pas parce que ça rend le film intéressant, mais parce que ça peut ouvrir des voies de réflexion sur ce que Nolan a peut-être essayé d'exprimer ou pas, mais des trucs qu'on pourrait retirer du film si on extrapole un peu, ça je veux bien te l'accorder, mais je pense surtout que ça me sert à moi pour aller, si j'ai le courage pour mon deuxième ou troisième revisionnage, pour essayer d'en tirer quelque chose, parce que là j'avoue que de cette expérience j'en ai pas tiré quelque chose d'assez satisfaisant, donc peut-être qu'en me triturant un peu les méninges, peut-être que j'arriverai à en tirer quelque chose, mais je suis d'accord pour dire que là, pour le moment, il y a rien en substance, il y a rien qui démontrerait une logique dans le scénario qui montrerait que il y a quelque chose de vraiment de valeur à ce niveau-là. Est-ce que tu es ouvert à l'idée qu'il n'y ait pas de sens au-delà de ce qu'il y a dans de l'intrigue du film? Je pourrais être ouvert, mais après... Il n'y a pas de thématique beaucoup plus particulière que juste sauver le monde d'un méchant pas beau. Et après, tu sais, on peut trouver du sens dans Oui, par exemple. Donc finalement, tout peut avoir un sens si on en donne un, finalement. Est-ce que c'est pas à nous de trouver du sens? Oui, mais je veux dire, parce qu'en soi, il y a déjà un sens, hein. C'est genre le méchant, il est méchant, il est possessif, il est méchant. Voilà, il a le cancer. Il a le cancer.
il déteste tout le monde, il déteste l'humanité, il n'a pas envie que l'humanité survive si lui n'a pas le droit de survivre pour une raison arbitraire qui est son cancer. C'est ça le sens. Oui. Est-ce que tu es ouvert à la possibilité que ça soit juste ça et ça tombe, ce n'est juste que ça. Il y a même de fortes probabilités que ce soit juste que ça. Mais finalement, est-ce que voilà, si j'essaye de trouver et de chercher autre chose, voilà, est-ce qu'on doit m'en empêcher? Non, je pense pas. Je pense que c'est toujours intéressant. Moi personnellement, je suis vraiment quelqu'un qui adore extrapoler, qui adore essayer de trouver un sens dans ce qu'il n'y en a pas dans les films, en tout cas dans les films, hein, parce que mais je trouve ça intéressant quand c'est des œuvres artistiques d'essayer d'en tirer quelque chose voilà que les autres n'ont pas vu. Après certains me diront que voilà, réinventer un film à travers le sens, un nouveau sens qu'on lui donne, ça se fait pas, mais bon, écoute, moi je fais bien ce que je veux, ça m'empêchera pas de le faire. Oui, de toute façon, tu fais ce que tu veux, et de toute façon, je pense que ça peut se faire de trouver un autre sens à un film. Après, je me demande à quel point est-ce que tu dois donner crédit à Nolan pour le sens que tu auras toi-même trouvé au film. Ça, c'est vrai que c'est peut-être moi, comme moi, j'aime beaucoup Nolan, j'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup son écriture. C'est peut-être moi qui est peut-être dans une période de deuil, tu sais, où je suis en mode non, mais je suis sûr, on peut se sauver, vous inquiétez pas. je vais réaliser, vous allez voir. Parce que toi, tu penses à Harvey Weinstein, mais c'est pas dit que Nolan a pensé à Harvey Weinstein. Non, mais c'est clair. Clairement. C'est juste que c'est mon impression. Et bon, peut-être que je me refuse à croire que je suis le seul qui ait vu ça, mais écoute, qui sait? Peut-être qu'il y aura une interview, il va avouer ça. Enfin, et peut-être que ce sera d'ailleurs un cas comme J'accuse, hein, où Nolan était un pote avec Weinstein, du coup, qui essaye un petit peu de se dédommager en créant un personnage méchant inspiré de Weinstein. Peut-être que c'est ça, mais même là, et j'irais même jusque dire que ça rendrait le truc méga intéressant. Hein. Moi, j'ai encore un petit détail par rapport à Tenet, une question. Oui. Qui a envie de le revoir Je vais attendre encore un peu, moi. Je vais attendre moi, pas vraiment. Un visionnage, ça me suffit. Je vais attendre, moi, ne serait-ce que... Je crois que je vais attendre qu'il sorte en Blu-ray. Après, on verra. Et peut-être que je regarderai en français par facilité. Peut-être que ce sera peut-être plus simple, je ne sais pas. Ah, t'as des sous-titres. Oui, je sais, mais j'ai peur que... C'est dur de suivre tout. D'ailleurs, j'ai vu pire à suivre. Ouais. C'est des films russes. Oui, non mais. Oui, il y a des films plus rapides, oui, ça c'est clair. C'est plus rapide et la moitié du temps tu vois pas les personnages qui parlent. Du coup, tu te poses la question à qui est ce sous-titre en permanence. Pour moi, répondre à la question, je me posais la question en sortant du cinéma. Et puis, pour un peu préparer le podcast, je me suis dit je vais regarder Dunkerque aussi parce que je l'avais pas vu. Et après avoir vu Dunkerque, je sais que je le reverrai pas. Ou en tout cas que j'ai aucune envie de le revoir. Ouais, mais justement, on abordera le sujet. Donc, moi, je propose qu'on finisse par une conclusion du film, un peu, on résume. Je sais pas, Quoi Dessous, tu n'as pas répondu à la question, Dessous. Si j'ai envie de le revoir, non. D'accord. Voilà. Non, okay. Il m'a pas vraiment donné envie, je l'ai trouvé assez chiant et... Enfin, je suis sorti assez vite en fait. Hein, dès que j'ai compris que je vais pas comprendre l'histoire voilà. C'est très poussif. C'est presque comme si le film t'encourage à ne pas suivre ce qui se passe. Oui, enfin... Ouais, et donc, je voulais juste aussi dire que, voilà, faites une petite conclusion chacun pour recommander aux gens d'aller le voir ou pas, ou faire une dernière remarque sur le film. Donc, on commence par le dernier, Dessous. Donc, si je recommande aux gens d'aller le voir, c'est ça la question ? Oui. De base, non, parce que je le trouve, j'ai pas vraiment aimé. Après, dans les circonstances, oui, c'est mieux d'aller le voir parce que c'est sauver les salles, c'est bien. Faites-vous votre propre avis et n'écoutez pas. N'écoutez pas les vidéastes qui vous disent de ne pas y aller.
Il faut sauver les salles de cinéma, là, les gars. Ça va pas, ça. Non, mais plus sérieusement, non, je trouve pas très... Enfin, ça fait mal de crâne, c'est long, c'est chiant. Une dernière remarque sur une certaine scène qui t'a marqué ou Sur pas? une certaine scène, il y a une course de bateau, Ah oui, c'est Encore vrai, je voulais le mentionner. En sortant de la salle, j'avais vu plein de gens faire sur internet l'exercice de la review en un seul mot. Je me suis dit, c'est rigolo, je vais tester avec Tenet avant de rentrer. Et puis en sortant, mon premier mot c'était épuisant. Puis je m'étais dit, mon deuxième mot ce serait bateau au pluriel parce qu'il y avait énormément de bateaux. Et j'avais il y a plein de juste, bateaux. Mais d'ailleurs, j'avais juste dans la tête Nolan qui se disait sur Dunkerque, oh là là, qu'est-ce que j'aime les bateaux, je vais en mettre des dizaines dans mon prochain film. D'ailleurs, la scène de la course de bateau, c'est super drôle en fait, parce que c'est genre, toi tu as dragué ma femme, je vais te couper les couilles pour te foutre dans la gorge. Ouais, ben j'ai un truc à te vendre. Ok, viens me voir demain, on va faire une course de bateau tous les deux. Oui. C'est tellement random. Oui. C'est genre, J'avoue tu sais, c'est le gars, si ça se trouve, c'est un assassin plus du non, viens, on va faire du bateau tous les deux. Ça va être marrant, tu vas voir. Mais surtout qu'ils font la course, donc il y a un autre bateau. C'est qui les gens sur ça. le bateau? C'est les gardes du corps qui sont C'est sur les gardes l'autre du corps bateau. sur l'autre bateau. Ouais. Surtout que c'est pas Ou genre. alors ce serait peut-être eux. Oh là là, retournement de situation. Ah, c'est eux du futur en fait. Les eux du futur. What? Moi, je tiens à dire quand même que la scène que j'ai préférée de tout le film, c'est la scène d'intro avec l'opéra. Et je pense que je suis un peu le seul qui aime cette scène, non? J'ai l'impression. J'ai aucun ressenti particulier par rapport à cette scène. Honnêtement, Je trouve j'étais qu'elle vraiment bien aurait dedans, pu être honnêtement. cool, mais elle est pas très bien montée, donc c'est pas... Oui. Ça aurait pu être mieux. Moi, je trouve. ça m'a fait penser à Batman, je sais pas pourquoi. Ah, bah, c'est peut-être pour ça On que dirait j'aime bien, en fait. On dirait une scène sortie de Batman, tu vois, où t'as les terroristes qui prennent en otage un opéra, et puis moi je m'attendais à ce que Batman sorte de quelque part, tu vois. Tu as quand même. Le twist en fait. Le black c'était Batman. En fait, t'as quand c'était même lui. une drôle de vision de En fait, Batman, c'était quand même. Batman le vrai titre. Merde, j'ai trompé de film. Ben, What? moi, la scène qui m'a le plus marqué, c'est un peu la scène de baston où le protagoniste se bat contre lui-même. Et tout, veut dire quand le protagoniste se bat dans la galerie d'art comme ça, où voilà, tu sentais qu'il y avait des actions inversées et à la fois non inversées, tu vois. En fait, moi, je trouvais que ça avait un rendu un peu expérimental comme ça qui j'adorais en fait. Et même la scène finale où plein de gens ont dit que ouais, mais on comprend rien, c'est un foutoir et tout ça. Moi, j'avoue, j'ai kiffé sur le coup parce que c'était un peu déjà, je pense que c'était l'effet voulu de Nolan, que ça soit un peu que ça part complètement en couille. Et point de vue visuel, à la fois d'avoir une scène de guerre un peu inversée comme ça. Il y a un peu une sorte de passion de l'image de Nolan, tu vois, qui jaillit en fait, tout simplement, parce que là, c'est juste un gros kiff de chef opérateur et de monteur, quoi, à ce moment-là. Donc moi, j'ai pris mon pied vers la fin, mais vraiment plus pour son aspect divertissant. Comme j'ai dit au tout début, Grand moi, spectacle, quoi, ouais. j'ai pris autant le pied devant un AMV, par exemple. Mais ça, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que visuellement, c'est chouette. Il y a des belles images et il y a des effets un peu rigolos, quoi. Par contre, la scène, enfin, le moment que j'ai le moins aimé, ça reste quand même la scène de guerre à la fin. Franchement, c'était tellement impossible de suivre ce qui se passait. C'est un truc de fou. C'est marrant, c'est exactement la scène dont parlait Noki. Oui. Et moi, je comprenais. Pardon, je pensais que tu parlais de la scène de la galerie, c'est pour ça. Non, en fait, la galerie et la scène finale que j'ai bien aimé aussi, pardon, tu vois. J'ai pas compris, pardon. Parce que en fait, moi, je comprenais en fait tout simplement le principe abordé dans le film, donc du retour dans le temps. Et en fait, non, moi, je l'ai trouvé compréhensible. J'ai pas été perdu réellement. Tout simplement parce que sur certains points, je me suis dit, bon, ok, ta gueule, c'est magique. Et puis, sur d'autres points, j'ai compris ce que voulait raconter Nolan à ce moment-là. Donc, tout ce côté, justement, d'avoir deux équipes, une équipe A qui vient en retour en arrière et une équipe A
qui va en avant. Personne n'a compris, mais moi, ils l'ont expliqué et on le voyait, tu vois, en image auparavant, tu vois, que oui, non, mais il fallait. Ça, les gens ont compris. Oui, ce que les gens n'ont pas compris, c'est à quoi ça sert d'avoir deux équipes. Oui. C'est ça la. Peut-être. En fait, non, ça sert seulement parce que, en fait, c'est pas que ça sert pour avoir une utilité dans la bataille finale. Ça sert simplement pour boucler la boucle de l'équipe A qui allait de toute façon reculer dans le temps, tu vois. Bon, est-ce qu'on peut Oui, passer à quelque chose Il faudrait, en fait, oui, juste pour conclure, le grand Oh. problème avec Nolan, je pense qu'il est très mauvais en termes de vulgarisation, et donc il aurait fallu, tu vois, un petit dessin pour expliquer ça, c'est avec des flèches et tout, tu vois. En vrai, il y a même des vidéos sur YouTube qui t'expliquent la fin Ah finale. oui, sûrement. Pourquoi Ça va être la foire à la saucisse de vidéos explicatives. Tenet En n'aura-t-il jamais fini de nous torturer? Croyez-moi, c'est cohérent, quoi. Mais non, on est Sûrement, sûr que c'est sûrement. cohérent, mais c'est pas le problème. Mais bon, bref, on peut, je pense qu'on peut passer Oui, à Nolan. d'accord, ok. Alors, on fait un tour. Nolan, 2 points, arnaque, point d'interrogation. Nucky Day, ton avis? Par rapport à quoi, en fait? Nolan, 2 points, arnaque, point d'interrogation, Nucky Day, à toi. Sans commentaire. Non, ok. Dis-nous ton speed général sur Nolan. Ton ressenti. Ben, en Sur fait, l'ensemble de son travail. non, je vais pas dire que c'est une arnaque, non, loin de là. Mais disons que, encore une fois, pour moi, Nolan, ça n'a jamais été un auteur qui m'a beaucoup marqué, tout simplement parce que autant il arrive à être divertissant, autant il arrive très peu à m'émouvoir, parce que, et quand je dis m'émouvoir, c'est pas seulement me rendre triste, tu vois, c'est aussi me faire rire ou même me rendre heureux ou me rendre nostalgique même, tu vois. Donc, j'ai un gros problème avec Nolan, c'est que je ressens rien dans ses films. C'est que dans toute sa filmographie, je veux dire, j'ai pas vu tous ses films forcément. Alors je vais juste faire un petit récap. Donc de Nolan, j'ai vu Memento, j'ai vu les Dark Knight, Le Prestige, Dunkerque, Interstellar, et donc du coup le dernier Et Tenet. Inception. Et Inception, ouais, on l'oublie à chaque fois, c'est incroyable. Donc, en fait, par rapport à tous ces films, moi, j'ai toujours été les voir parce que c'était des blockbusters. Voilà, je me suis pas dit à un seul moment, je vais voir un film d'auteur, je vais voir un blockbuster avant tout. Donc oui, on peut, je pense que je comprends les gens qui trouvent qu'il y a des procédures, il y a des tentatives, il y a de l'audace, comme un auteur ferait. Mais voilà, c'est dans ce qu'il tente, il ne réussit que dans son aspect divertissement et pas dans son aspect émotion. Mais en tout cas, c'est pour moi. En tout cas, bon, voilà, peut-être que ça fait pleurer des gens, ça fait rire des gens, donc je sais pas. Donc j'attends de vos retours. Arknea, quelle est ta réponse à tout ça? Je suis sûr que tu as une réponse cinglante. Ah là, oui, que c'est juste qu'il ne comprend pas le génie absolu de Nolan. Non. Encore à chaque fois. Je suis pas du tout un fanatique de Nolan ou quoi que ce soit. Mais j'apprécie énormément son cinéma. Je trouve vraiment surtout que je trouve que c'est quelqu'un qui évolue beaucoup dans sa filmographie. Après, ouais, bon, on va dire que peut-être c'est un cas particulier, mais bien que personnellement, entre son premier film et Tenet, il y a eu vraiment beaucoup d'améliorations qui ont été faites, je trouve, surtout au niveau d'esthétisme. Nolan, c'est quelqu'un qui a beaucoup évolué esthétiquement, mais au niveau des thématiques, j'ai toujours trouvé ça intéressant de suivre, pas tant dans les thématiques en soi, mais plus dans les exécutions. Je trouve qu'il a vraiment su faire des choses très intéressantes avec les sujets qu'il abordait, et je trouve aussi, en fait, c'est ça qui me plaît surtout chez lui, c'est qu'il a conscience de comment fonctionne un scénario, il aime jouer avec, il aime essayer d'un peu sortir de la zone de confort de certaines personnes, et donc c'est pour ça que je trouve toujours ça agréable en principe de regarder Nolan. Donc voilà, moi c'est un peu mon feeling général sur Nolan. Ok. Daïsou. Bon, je vais être un peu bref parce que j'ai pas vu grand chose en vrai de Nolan. J'ai pas vu Dunkerque, j'ai pas vu Interstellar, j'ai vu les Batman
J'ai vu Memento, Inception et Tenet, en gros. Et le Prestige. Et le Prestige aussi, le Prestige. Ouais. Okay. Donc, moi je trouve effectivement que Nolan, c'est plus un type qui fait des blockbusters qu'un auteur. J'ai du mal à voir le côté auteur. Ça dépend ce qu'on entend par auteur. Est-ce que par auteur, tu entends un type qui écrit lui-même ses scénarios ou un type qui a des thématiques profondes et des vrais sujets de société à aborder? En tout cas, c'est ma définition d'auteur, en tout cas. Après, quand tu regardes les théories des auteurs, il faut juste que ce soit un auteur qui ait ses thématiques à lui, qui l'aborde dans beaucoup de ses films. Et bon, on a le cas. Ça n'a pas besoin d'être profond, révolutionnaire, quoi que ce soit, tant que ce sont ses thématiques à lui. Ouais. Après, pour moi, parler de voyage dans le temps et de rêve, c'est pas des thématiques, c'est des sujets, c'est des settings. C'est des éléments. Des concepts. Oui, c'est des concepts avec lesquels il joue. Maintenant, c'est pas des thématiques, tu vois. Donc, je vois pas bien ce qu'il a comme thématique, ou en tout cas, je trouve pas ces thématiques très poussées, très intéressantes en soi. Et je trouve quand même que il se prend très au sérieux. Il est très premier degré et il se prend pas pour de la merde. Et ça mérite un petit peu. Je trouve qu'il se prend, il a un peu la grosse tête, ça m'énerve un petit peu. Et je trouve qu'il a des fanboys trop agressifs et que voilà. mais en vrai, ça va, quoi. C'est pas tout n'est pas acheté. C'est pas. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de fanboys agressifs? Parce que... Dans toutes les communautés, il y a des fanboys agressifs, de toute façon. Oui, à part les Dark Knight, mais en fait, les Dark Knight, c'est surtout des fanboys de comics. Sûrement, on met 4e meilleur film de tous les temps. Après, je trouve ça un peu abusé, quand même. Parce que ce sont des fanboys de comics, voilà. Non, honnêtement, moi, je fais partie de ces gens qui... Moi, pareil, The Dark Knight, ça fait partie de mes films préférés. Je trouve que c'est beaucoup plus... Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent au fait que c'est un film de super-héros, mais je pense vraiment que c'est bien plus que ça. Et honnêtement, je défendrai pas Kong, hein, donc... on peut en parler, en vrai. 4e meilleur film de tous les temps, c'est un peu beaucoup, quand même. Honnêtement, défends-toi, bec et ongles, Non, mais il défend. Ah, mais est-ce que c'est vraiment le débat d'aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment, vous avez vraiment envie de parler comme ça? En quelques mots. Ça peut. En quelques mots. Je sais pas, qu'est-ce que c'est que ces thématiques profondes? Si on doit parler des thématiques de Nolan, les thématiques qu'il explore le plus, c'est le temps, le scénario / le cinéma. Et en fait, ce sont ces deux plus grosses thématiques. Il y a le deuil du mari aussi. T'as le mari qui c'est vrai qu'il en passe assez souvent. Mais je trouve ça souvent intéressant, sa façon d'explorer le temps, parce que c'est pas le temps soit forcément, c'est plus il s'en sert. En fait, il prend le temps comme concept et à partir de ça, il trouve des idées de mise en scène et il joue souvent avec le montage pour créer des formes de tension, des choses inattendues dans le scénario, une façon aussi de faire avancer le scénario aussi. Que quelques exemples comme ça, t'as Interstellar comme ça qui utilise le temps pour parler de la Terre, pour parler de... C'est vrai que c'est aussi un film qui parle d'écologie, mais bon, c'est pas le sujet principal, mais le temps sert à montrer, sert à montrer... Ah, c'est compliqué à expliquer comme ça. Je sais pas si vous avez vu Interstellar. Moi non. Oui, moi je l'ai vu, en tout cas. Je l'ai vu aussi. D'accord. Moi je l'ai pas vu, donc... C'est-à-dire que t'as le personnage principal qui part dans l'espace et il se sert en fait de la relativité du temps pour montrer que le personnage principal ne vit pas en même temps que ses enfants qui sont restés sur Terre, qui eux vivent leur vie, vieillissent et à un moment meurent. Et donc, et franchement, ça fait partie des scènes les plus émotionnelles de sa filmographie, hein, quand tu vois McConaughey pleurer comme ça devant son écran. D'ailleurs, c'est lui même. Quand il voit ses enfants vieillir. Mais la question que je veux te poser, c'est est-ce que c'est... Parce qu'en soi, dans Interstellar, ce mécanisme-là du temps, il l'utilise pour le drama à ce moment-là, mais est-ce que encore par après,
ou Dans le film, tu veux dire, dans ce oui, film. dans le film. Est-ce que tu serais prêt à l'élever au rang de thématique principale du film? C'est-à-dire que la thématique principale du film, ça reste quand même, ça reste une histoire. Enfin, t'as deux histoires en fait. T'as l'histoire de sa fille, t'as l'histoire de McConaughey. C'est quand même l'histoire d'un père qui doit techniquement fuir sa famille pour pouvoir mieux les sauver parce que la Terre est en fait à court de temps en fait. La Terre est en train de crever et la mort c'est un truc qu'il explore dans ce film. Donc et t'as en fait le film en soi parle beaucoup de la force des sentiments qui te pousse à faire impossible pour pouvoir sauver à la fois ceux auxquels tu tiens, sauver t'as encore une histoire de sauver le monde et tout ça dans une période de temps limitée étant donné qu'on est tous destinés à crever. Mais c'est très difficile d'en parler là comme ça. Je pense en fait enfin en fait j'ai l'impression quand tu résumes le truc comme ça, ouais, ça fait sonner un peu le truc comme quelque part un peu un truc standard en fait. Peut-être je vais juste donner mon ressenti sur Nolan en général parce que je l'ai pas donné plus tôt. En vrai, je suis pas anti-Nolan, j'apprécie, mais ouais, enfin, c'est genre. Parce que je pense qu'ils sont probablement différents des blockbusters plus standards qu'il y a tout le temps, tous les ans au cinéma. Mais je pense pas qu'ils soient plus. Je pense pas qu'ils ont beaucoup plus de fond, en fait. Je pense que c'est plus, ils sont plus étudiés sur la forme, et c'est ça qui les différencie. Et c'est ça qui fait la spécificité du travail de Nolan, plus que les thématiques. Parce qu'en soi, quand tu dis voilà, la force des sentiments qui te pousse à faire l'impossible pour sauver le monde, tu pourrais dire ça sur Avengers en vrai. Ouais. Mais il le fait d'une manière différente, tu vois, il l'écrit d'une manière différente. Après, c'est vrai que je serais le premier à admettre que Nolan c'est pas tant forcément quelqu'un qui par exemple qui fonctionne au sentiment, ce que c'est que il a des thématiques. Ça on pourra pas lui enlever, mais c'est vrai que sa plus grande force reste quand même dans sa façon de. Enfin, c'est beaucoup dans l'écriture, dans le concept aussi de ses films et dans la surprise aussi. Il y a dans le fait de surprendre le spectateur. Je pense par exemple à des films comme Le Prestige ou Memento. T'as cette recherche vraiment de jouer avec les attentes du spectateur et je pense que ça a beaucoup contribué avec sa réputation. Oui, mais ça c'est de nouveau c'est de la forme, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et je peux être méchant. Oui, vas-y. Un petit peu. Un tout petit peu. Ok. En vrai, en faisant un peu le résumé de toutes les qualités de Nolan, j'ai l'impression que on a les qualités d'un réalisateur standard. Parce que en fait, tout simplement, c'est que j'ai l'impression que Nolan, il a compris que le cinéma, ça jouait avec le temps, et il s'est dit « Oh, mais mon Dieu, je suis un génie, j'ai compris ça, et maintenant, je vais faire des histoires qui jouent avec le temps, tu vois. » Donc, oui, depuis très longtemps, il y a eu plein de bouquins qui en parlaient que, en fait, le cinéma, ce n'était qu'un jeu de temps et de temporalité, et il y a déjà eu pas mal de réalisateurs qui en ont joué, hein. Donc t'as Tarantino qui a fait Pulp Fiction, qui jouait justement avec les plusieurs temporalités et les plusieurs visions, plusieurs protagonistes qu'il a créés, et donc il mélangeait ça d'une manière assez intelligente pour à la fois qu'on soit pas perdu et qu'on comprenne un peu tout ce qui se passe, et à la fois de donner ce côté divertissant et nouveau, quoi. Une expérience cinéma, mais en gros. Nolan fait pas la même chose. Enfin, Nolan joue avec le temps pour plus te créer un puzzle, te créer une énigme, en fait. Tarantino fait pas vraiment ça. Si, un peu, parce que justement, dans ce côté puzzle de Tarantino, on doit savoir un peu qui est qui, et veut dire quelle est la relation. Oui, mais c'est pas vraiment un mystère. Mais en fait, ça dépend comment tu le vois, le mystère, en fait. Pour moi, le mystère, c'est à partir du moment où tu te poses des questions, tu vois. Le mystère, c'est que voilà, il y a ça dans les policiers, sans devoir jouer avec le temps, tu vois. Donc non, ce que je dis, c'est que
il y a eu pas mal d'œuvres auparavant qui jouaient même de manière science-fiction, tu vois, avec la temporalité, à des trucs sur la répétition, sur les cuts, sur les montages alternés, tu vois. Donc en fait tout ça, le temps, la gestion du temps, ça a déjà été fait. Mais c'est vrai que, voilà, Nolan, en fait, il incorpore cette notion du temps dans le lore de son histoire. Donc c'est intradiégétique. Et c'est peut-être ça qui fait la différence, oui. Mais après, il n'y a pas que Nolan qui fait ça. Hein. Il y a eu des bouquins de science-fiction sur la temporalité. J'ai même lu une nouvelle qui racontait l'histoire de l'humanité à l'envers. Donc c'était vachement intéressant. Voilà, donc finalement, je dis pas que ce qu'il fait est mal. Tu vois, je me rends compte qu'au final, c'est un réalisateur qui aime bien reprendre des concepts déjà établis et jouer avec, tout simplement. Ben, il l'a fait aussi comme dans Inception. Il a vu Paprika, il s'est dit, putain, mais c'est trop génial, du rêve dans un rêve, tu vois. Et donc, il a décidé d'en faire un film et de jouer avec, quoi. Donc, aussi, pour perdre le spectateur, ben, oui, voilà, c'est vrai qu'il y a son style qui est très évocateur, c'est que celle de la surprise, mais après, la surprise, faut m'expliquer, c'est quoi son style de la surprise, en fait. J'aurais juste dire, j'aime pas le fait de catégoriser les artistes ou les réalisateurs sur le fait qu'ils font ou non des trucs qui ont déjà été faits, parce que à ce compte-là, tout a déjà été fait, tout existe déjà, et ce qui est intéressant justement, c'est de faire en sorte de s'approprier des thèmes, de faire un truc qui fonctionne, qui marche, qui impacte les gens. Et je pense que c'est ce que Nolan a réussi à faire quand même. Et si on revient par exemple sur Inception, c'est admis qu'il s'est inspiré de Paprika pour faire comme point de départ pour son inspiration. Mais il met un twist à ça. D'un film sur les rêves, on mélange ça avec un film d'arnaque / braqueur. Dans ça, tu mets aussi une histoire d'un gars qui vit dans son passé, qui n'arrive pas à lâcher ses remords. Et tu vois, quand tu prends ces trois choses séparément, oui, tout a déjà été fait, mais quand on met fusionné ensemble, ça donne quelque chose d'intéressant quand même. Ça donne pas forcément quelque chose de révolutionnaire, mais il n'y a pas besoin de faire quelque chose de révolutionnaire à chaque fois pour être catégorisé comme bien ou ah oui, mais attention, je suis en dehors du bien et du mal. Je dis pas ce qui est bien et ce qui est mauvais. Je dis ce qui est. Et pour répondre à ta question de où se trouve la surprise, en fait, ce que j'aimerais beaucoup dire aussi, c'est que je pense que ce qui différencie Nolan vraiment, c'est son écriture. C'est très dur à décrire, mais il a vraiment un style d'écriture très 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 à lui. Et c'est dur aussi qu'il ait dégrossi quel genre de surprise il met dans ses films, parce qu'en fait ça change en fonction des films. Je pense que une grosse partie de son style d'écriture, c'est par rapport aux personnages. En fait, il va peut-être moins chercher à les incarner, leur donner une vraie âme, une vraie personnalité. Il va plus chercher à en faire des outils, en fait, pour l'histoire qu'il a envie de raconter. C'est plus des espèces de figurines qui se déplacent dans le décor pour aller tirer sur les méchants. Et à ça, il rajoute la bonne dose de passif, il rajoute la bonne dose d'émotionnalité. Enfin, je pense principalement à genre dans Inception, Leonardo DiCaprio, qui est genre oh là là, ma femme. Tu vois ce que je veux dire, il se sent responsable pour son équipe. Il a enfin comme tu disais, Arknea, il a ses remords qu'il n'arrive pas à oublier, machin bidule. Je pense dans Inception, c'est juste assez pour pas qu'il soit complètement vide, tu vois. Mais en soi, c'est pas le même niveau d'écriture que tu peux avoir dans un drame de Bergman ou un drame de Pasolini, de Romer ou de je sais pas qui, où c'est vraiment c'est clair que c'est entièrement pas aussi existentialiste à ce niveau-là, mais c'est pas le but, c'est pas le thème, quoi. Oui, mais c'est ça. Il a su un peu perfectionner cette méthode d'écriture pour que le personnage soit fonctionnel dans son histoire, pour atteindre cet équilibre, en fait, entre il a très envie de raconter ce braquage dans les rêves, mais en même temps il faut que il y ait un peu de background pour que le spectateur se dise oh là là, comme je suis triste pour Leonardo DiCaprio.
Mais du coup, c'est quelque chose qu'il a abandonné par après dans Dunkerque et Tenet, ce qui est un problème parce que du coup on s'en fout beaucoup plus de ce qui se passe. Mais... Tout à fait, oui. Mais dans Dunkerque, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que chaque film est très différent et du coup, par exemple dans Lucky Day. Dans Dunkerque, c'est surtout un film de tension, c'est surtout un film où le danger est omniprésent, après, je sais pas si c'est les personnages les plus attachants au cinéma, je pense pas, mais tu t'inquiètes quand même pour les personnages, tu te demandes à quel moment le danger pourrait parce que tu es avec eux, tu ne sais pas quand le danger pourrait leur tomber dessus, et donc il y a cette tension qui monte et qui est renforcée par le montage. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Moi non. Mais... D'accord. Paradoxalement, j'aurais sans doute préféré qu'il y ait encore beaucoup moins de personnages dans Dunkerque, et je vois j'aurais beaucoup mieux apprécié, parce que j'ai pas vraiment aimé l'espèce d'entre-deux où les personnages sont complètement des coquilles vides, ouais. Mais en même temps il s'attend à ce que t'en aies à foutre quand leur bateau est explosé. J'aurais sans doute préféré que ce soit complètement une espèce de reconstitution historique de l'événement, et on s'en fout totalement de qui sont les soldats. On suit aucun soldat en particulier, on suit juste la foule, tu vois, comme dans un film de Eisenstein. De propagande communiste. Ouais, voilà. Eisenstein, c'est bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais voilà. Mais il y a un côté totalement Eisenstein où les personnages sont désincarnés. Oui, en fait. mais il y a quand même des personnages, tu vois. Alors que il me semble dans Eisenstein, il n'y a pas vraiment un personnage en particulier. Bizarre. Est-ce que c'est des stakhanovistes, les personnages, ou mais en fait, j'ai l'impression que ce sont des personnages qui ont été là pour combler le vide. Ce sont des individus. Des individus. Bref. Bon, là, je suis méchant, mais bon. C'est drôle parce que tu dis non, je suis pas dans le bien, dans le mal, je suis juste méchant. Oui, mais ce que je dis, c'est que non, je suis méchant dans le ton, je veux dire dans. Il est acerbe. Je veux dire dans les comparaisons, voilà, parce que je dis pas que désincarner ces personnages c'est mauvais, parce que ça peut être intéressant, mais déjà voilà, pour tout ce qui est le cinéma russe, propagande, URSS, voilà, c'est intéressant, on peut en discuter, tu vois. Mais c'est pas le côté russe communiste propagande URSS qui est intéressant dans Eisenstein, c'est pas ça que je disais. C'est intéressant un peu. Oui, c'est intéressant, mais c'est un autre aspect des films. Oui. Et moi, je parle d'un autre aspect de ces films-là. Je parle pas c'est pas bien parce que c'est de la propagande non plus. Mais disons que voilà, c'est pas le truc que j'aime bien. Moi, j'aime bien quand même quand l'histoire, ça a des personnages qui ont beaucoup de choses à raconter. Voilà, c'est mes goûts. Et c'est pour ça que voilà, je suis pas trop fan, parce que tout simplement je ne retrouve pas de personnages qui m'intéressent, déjà ça. Et en termes de cinéma expérimental, concept, qui travaille surtout sur sa forme, je dis pas que c'est des films expérimentaux, je dis simplement que la manière que Nolan a sur ses films, c'est ce côté j'ai envie de pousser les limites hors des frontières, tu vois. Et moi je suis là un peu pas impressionné, donc ça je pourrais pas dire pourquoi, mais je crois que parce que ça a déjà été véhiculé ou abordé dans d'autres films, quoi. Donc je sais pas. Voilà. En tout cas pour Dunkerque, ça a été un peu la goutte qui a débordé le vase, hein. Pour moi en tout cas. Interstellar, j'avais un peu des doutes, et puis Dunkerque, j'ai compris que Nolan, c'était vraiment pas fait pour moi. Moi, disons que, en fait, le souci que j'ai, c'est que j'ai l'impression que vous cherchez vraiment des choses c'est-à-dire que le réalisateur offre quelque chose, mais j'ai l'impression que vous cherchez vraiment quelque chose qui n'est pas là, et du coup, finalement, comme quoi mais c'est parce que de ce que vous dites là, vous recherchez d'autres choses avec les personnages, vous auriez aimé que le film soit autrement, tout ça. Ouais, du coup, ça me donne vraiment l'impression que
n'arrivais pas à apprécier le film pour ce qu'il est. Je sais pas, est-ce que pour. Ah oui, c'est un peu comme pour tout film, hein, quand je regarde. Mais disons que pour moi, ça revient un peu à dire, enfin, par exemple, prenons, enfin, si voilà, parce que bon, moi, j'adore le scénario, j'adore quand on pousse vraiment, enfin, j'adore les écritures bien ficelées, tout ça. Mais quand je vais voir, je sais pas, un film d'action basique, un film d'action années 80, tout ça, disons que je vais pas commencer à me dire. Alors là, le scénario, quoi, aurait pu quand même avoir plus de rebondissements. Non, là tu confonds. Non, là tu confonds parce que là on est en mode divertissement. Et là j'ai rien contre. Nolan, je regarde ça. De toute façon, j'en ai vu plein de ces films, donc c'est même pas son aspect divertissant qui me dérange, tu vois. Donc moi j'aime bien regarder ces films, mais après, par exemple, j'ai pas envie de les revoir, j'ai pas envie de réfléchir trop là-dessus, tu vois. Et c'est tout. Et voilà, forcément. Donc, quand tu regardes un Transformers ou un bête film d'action, forcément, tu vas pas rechercher la qualité extra pure, tu vois, d'une bonne prestation acting ou des bons personnages, d'une bonne histoire. Oui, non, tu es là juste pour l'expérience. Et justement, Pamancha et Dessous sont des personnes, un public à expérience, quoi. Donc, je pense que tu te méprends. Je veux dire, on ne le déglingue pas sur son aspect divertissant. On le déglingue sur son aspect artistique. Parce que là, oui, moi je suis d'accord que Transformers c'est de la grosse merde, que Bad Boys artistiquement ça ne propose rien, mais ça n'empêche pas de les apprécier, tu vois. Et ça je suis d'accord. Pardon. Alors là j'ai cassé l'ambiance tout de suite. Je peux peut-être juste donner ma réponse à Arkner. Oui, tu dis qu'on cherche quelque chose qui n'est pas dans les films. Moi, ça dépend quel film. Il y en a plusieurs que j'aime beaucoup, quand même. Mm-hmm. C'est juste, effectivement, j'ai pas tendance à trouver que ce sont des chefs-d'œuvre absolus, modernes, de quatrième meilleur film de tous les temps, tout ça. J'ai un peu tendance à trouver c'est un peu en faire beaucoup. Mais tu dis qu'on cherche quelque chose qui n'est pas dans ces films. J'ai envie de te dire oui. Et c'est pour ça qu'on n'est pas très convaincus, quoi. Ce que nous, on recherche dans les films, que on sait qu'on va aimer dans les films, ne se trouve pas dans les films de Nolan. Et c'est pour ça qu'on a tendance à moins les apprécier. Oui, c'est vrai que moi, mon raisonnement est peut-être différent du tien, de vous en général. C'est-à-dire que j'aime croire en tout cas que je pars très neutre. J'aime regarder beaucoup de styles très différents de films, hein. J'arrive à apprécier vraiment toutes sortes de choses. Et donc, comme j'ai un éventail très large de choix, ce que je fais souvent, c'est que j'évite un maximum de partir avec des attentes. Et j'essaie d'apprécier vraiment le film pour ce qu'il est, pour ce qu'il offre. J'essaie vraiment de juger le film pour ce qu'il est, pour sa, on va dire, sa logique interne et sa logique de genre. Et donc voilà, c'est peut-être ça, c'est finalement peut-être que c'est peut-être juste parce que dans un sens je me contente du fait de dire si un film réussit à faire bien ce qu'il fait, si ce qu'il propose il le fait bien, ça me suffit. Alors que par exemple un film, on parle de Transformers qui pour moi offre quelque chose mais il le fait mal, voilà, ça ne me va pas. Mais un truc comme un film de haine attend vraiment à faire les choses bien, donc moi je l'apprécie, donc c'est peut-être cette logique qui me pousse à penser comme ça. Ouais. En soi, je pense que j'ai un standard qui est similaire. Si un film réussit à faire ce qu'il entreprend de faire, je suis d'accord pour dire que c'est réussi dans cette démarche. Après, je vais pas dire que c'est forcément intéressant, tu vois. J'ai plus tendance à penser que si sa démarche à la base n'était pas spécialement intéressante, je me dis qu'il la réussisse ou pas. Je ne suis pas intéressé, mais
à ce stade-là, c'est subjectif. Ouais, je vois. Est-ce qu'on passe aux conclusions? Quelqu'un veut rajouter encore un truc? Déçu, ouais. Bah ouais, moi je vais conclure parce que j'ai trouvé une phrase choc, c'est trop bien. Nice. Moi je trouve qu'en gros Nolan il a un peu le cul entre deux chaises et que au final bon, c'est très subjectif ce que je vais dire, mais je le trouve pas assez con et assez drôle pour être un truc ultra divertissant, et je le trouve pas assez substantiel pour être très intelligent. Bon, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Donc, mais Moi, je comprends. Hein. C'est pas des blockbusters, en tout cas devant lesquels moi je vais m'éclater, parce que pour qu'un blockbuster m'amuse vraiment, il faut qu'il soit un peu con et un peu débile. Et en termes de films autorisants, machin, je trouve qu'il manque un peu de substance pour que moi je prenne vraiment mon pied. Après, je dis ça dépend de ces films. Il y a des films qui sont meilleurs que d'autres. Voilà, tout n'est pas acheté chez Nolan. Mais t'as envie d'en jeter quelques-uns. T'as envie qu'il s'améliore. Quoi ça? Est-ce que t'as envie qu'il s'améliore? Oui, j'ai envie qu'il s'améliore. Est-ce que tu crois en lui? Est-ce que tu crois qu'un jour il va faire un film que tu vas vraiment beaucoup aimer? Inch'Allah. Inch'Allah, ok. C'est la meilleure réponse. Noki Day, conclut en vitesse. Alors, Nolan, en fait, tous ces films m'ont donné une sorte d'impression d'œuvre qui existe seulement parce que pour le concept. Voilà, donc ce sont des films à concept. Et oui, bon, voilà, je les ai regardés avec fort appréciation, mais je les oublie vite, tout simplement. Et finalement, peut-être que le film qui m'aura peut-être le plus marqué de point de vue visuel, ça restera Tenet. Eh oui, je crois que bizarrement, je vais être un peu à contre-courant par rapport aux gens. C'est que j'avais vu justement la critique du joueur du grenier qui disait qu'il allait vite l'oublier, ce film-là. Moi, il m'a quand même marqué par son visuel, par ce qu'il proposait de sa forme. Les chants contre chants. Mais du coup, même le chant contre chant va me marquer parce que c'est la première fois que j'ai vu autant de chants contre chants s'enchaîner sans aucune explication. Je veux dire, ça sert à rien. T'as vu les prélogies Star Wars quand même. C'est genre, il y a beaucoup plus de chants contre chants là-dedans. Il faut calculer. Non, mais je crois que c'est surtout que les contre-chances dans Tenet sont très agressifs. Ça doit être pour ça aussi. À mon avis, c'est pour ça. Voilà. En tout cas, voilà, c'est un film, bizarrement, il va me marquer pour le pire et le meilleur, tu vois. Donc, pour moi, voilà, je pense que ça restera peut-être mon film préféré avec le Dark Knight. Voilà, donc, non, c'est un réalisateur, je vais le dire très clairement, qui pour moi est surestimé parce qu'il m'impressionne pas, en fait, très clairement. C'est que j'ai beau retourner les films dans tous les sens. Il n'y a pas quelque chose qui me marque dans toute sa filmographie. Donc, je préfère des styles beaucoup plus expressifs, beaucoup plus colorés de d'autres réalisateurs. Je préfère encore le côté un peu bourrin à la Tarantino, tu vois. Donc, voilà, en fait, j'ai eu un peu du mal avec le style Nolan, tout simplement parce que c'est pas un style qui me marque. Après, ça ne m'empêche pas d'apprécier l'événement, l'expérience. Voilà. Ok. Donc, je sais pas, Arknea, tu veux faire ta conclusion ou alors tu veux terminer par une note positive? Donc, moi, je trouve que vous êtes très injuste avec Nolan, surtout Noki Day. Je trouve qu'il est très injuste avec lui, mais bon, c'est son avis. mais t'as raison de le penser. Voilà, et franchement, ça me donne envie de me battre pour... franchement, est-ce qu'être triste... Rendez-vous sur le parking de Kidé. C'est ça. Mais moi, c'est fou parce que ça me fait passer... J'ai l'impression que ça me fait passer pour un fanboy de Nolan, alors que je suis pas du tout ça à la base. Non, pas du tout. Mais voilà, franchement, moi je reste sur mes positions de vraiment penser que
J'adore les scénarios de Nolan, j'adore ses thèmes, sa façon de raconter les histoires. Donc franchement, moi je serais pour que tout le monde puisse lui laisser au moins une chance parce que il offre quand même quelque chose de qualitatif dans le cinéma actuel. Bon, c'est vrai que Tenet, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais même dans ses échecs, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant à reprendre. Donc voilà. Franchement, Nolan, pour moi, ça reste du bon, quoi. Le boss, numéro 4. Le boss du game. Non, pas le boss, quand même, faut pas non plus, voilà. Justement, il faut arrêter, il faut pas exagérer, je suis pas fanboy. Bon, moi, ma conclusion, je vais essayer d'être quand même positif. Pour T'es pas obligé, hein. Bah en vrai parce qu'en vrai j'ai vraiment pas et ça c'est honnête, j'ai vraiment pas abordé la question de Nolan avec l'attitude genre je l'aime pas, tu vois. Parce qu'en vrai il y a des films de Nolan que j'aime beaucoup. Je pense à Inception et les deux premiers Batman, parce que j'aime bien encore le premier. Le troisième mais c'est plus, j'ai l'impression que j'ai un respect un peu distant avec Nolan. C'est un peu le genre de relation que t'as avec un chat, tu vois. Il y aura jamais il y aura juste quelques moments où il sera vraiment super affectueux et c'est un super moment. Puis des fois il est vraiment super chiant et super énervé et tout. Et le reste du temps, il serait juste là dans un coin et il te laisse faire ta vie et moi je le laisse faire sa vie et c'est là où on en est. Je pense que c'est Non, mais là, j'imagine Christopher Nolan qui te donne de l'affection, qui reste dans son coin, qui te fait des câlins comme ça. En vrai, c'est je pense, Memento, un peu le Prestige. Le Prestige, ça fait très longtemps. Mais vous étiez en couple ou quoi? Non, mais c'est genre... Mais ils étaient en relation quelque part. Non, mais dans l'analogie, c'est genre, t'as des fois, c'est super, avec Dark Knight et Inception. T'as des fois, c'est un peu comme ça, donc Memento, c'est pas mal, mais c'est pas non plus invraisemblable. Et des fois, c'est vraiment prout, il me crache dessus une fois et je me dis ok, c'est bon, je vais pas revenir, tu vois. Par exemple, Tenet, où je pense Dunkerque, quelque part, qui m'a pas vraiment intéressé. Moi, j'aurais toujours en souvenir la scène de Marion Cotillard qui meurt dans le... Non, mais ça, on n'en parle plus. On n'en parle pas de ça. Allez. On en a trop fait là-dessus. C'est genre, ça va. Mais là, voilà. Des fois, ça m'intéresse, des fois, ça m'intéresse pas. Je pense que ça dépend à quel point il veut partir loin. Quand il part trop loin, j'ai pas envie de le suivre. Voilà. Mais au fond, vous les aimez toujours. Bon, c'est toi qui commence, hein. Peut-être pour terminer, tout le monde dit son film préféré de Nolan en même temps. Ça peut être En même temps. En même temps. Allez, tous à 3. Non, en fait, chacun son tour parce que sinon, au montage, je vais devoir les décaler et les remettre chacun. Ça va être chiant. Dessous, comment? Je vais dire Inception. Mais j'ai pas vu Interstellar ou Dunkerque, donc je sais pas si ça vaut le coup de le voir. Ouais, c'est une autre question. On prend ton commentaire. Je vais ne dire t'inquiète pas. Inception. Voilà. Ok. Arkner? Juste pour vous faire chier. Non, en vrai, c'est vraiment parce que c'est mon film préféré, c'est The Dark Knight. Ok. Moi, je vais dire Inception aussi. Nucky Day. Hein? Quoi? Moi? Dark Knight. D'accord. Ok. Donc, deux Dark Knight et deux Inception. Deux Inception. C'est équilibré, ouais. Ouais, c'est... Regardez, les gars, la note positive de la fin, c'est Arknea et Nucky Day sont d'accord. Ah mon Dieu. Allez, c'était une super émission. Eh ben, sur ce, on vous dit salut à tous, hein, et beaucoup d'amour. Et allez voir des films au cinéma, c'est important. Allez voir Tenet au cinéma, même si vous aimez pas. C'est super important. Enfin, bref.
On vous remercie de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de nous suivre partout. On est sur toutes les plateformes. On est sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Music, bientôt sur Google, sur YouTube, sur Facebook, sur... Ouais. Et donc, on vous dit bonne soirée ou bonne journée. À la prochaine. Et à bientôt. À bientôt les zouzous. Au revoir.